Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe, bonjour Elsa. Merci d'être avec nous comme chaque mardi matin pour nous parler cinéma, les sorties cinéma de cette semaine, il y a pas mal de choses. Et puis tout à l'heure, interview exclusive de Cédric Clapiche, et oui, qui revient dans l'actualité, pas avec un film, mais avec une série qui sera la suite de sa trilogie, L'Auberge espagnole, Les poupées russes et casse-tête chinois. On en parle tout à l'heure avec lui. Exactement, deuxième partie d'émission. Ah, dis donc, on envoie du lourd en ce moment. Jean Dujardin la semaine dernière, Clapiche aujourd'hui. Fabrice Lucchini chez Jérémy Amsalag. Jérémy Amsalag, on avait eu Guillaume Canet. Vincent Perez ce plateau. Et ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas terminé, mon cher Philippe. Nous aurons François Civil, le mousquetaire d'Artagnan, qui sera avec nous la semaine prochaine. Ouais, et c'est là que ça se passe. Ça se passe ici, dans Mardi Cinéma, avec Thomas Lécuyer, qui nous parle tout d'abord de Iron Man, non, c'est ça ? Oui, enfin de Robert Downey Jr., l'inoubliable Iron Man, qui va être à l'affiche du remake d'un des meilleurs films de tous les temps. Je vous parle de Vertigo d'Alfred Hitchcock, sur Froid en français. Le film est sorti en 1958 et aura droit lui aussi à son remake adapté sur un scénario signé Steven Knight. Alors Steven Knight, c'est le créateur de la série Peaky Blinders que vous avez peut-être déjà dégusté. Robert Downey Jr. reprendra le rôle principal, joué à l'époque par James Stewart. On a hâte de voir le résultat. Très bien. Dans les nouvelles aussi, à peine remis de la beauté de The Fabelmans et alors qu'Indiana Jones 5 va pointer le bout de son nez, eh bien je peux déjà vous parler d'un nouveau film de Spielberg, mais pas d'un nouveau film de Steven Spielberg, non, du premier film de sa fille, Destroy, Aline Spielberg, qui a 26 ans et qui prépare son premier long métrage qui sera un thriller autour d'une pandémie. Ça s'intitule Please Don't Feed the Children, s'il vous plaît, ne nourrissez pas les enfants. Et le film va suivre les aventures d'une bande d'orphelins qui survit après que toute la population adulte des États-Unis ait été décimée par un terrible virus. Quelle originalité. Ça a l'air assez sympa, comme les films de son papa. Ouais. Si, moi j'ai très hâte de voir ça. Papa, je pense, son papa quand même qui a bien fait flipper au début avec Duel, avec Dents de la Mer. C'est ça. Et Dents de la Mer, notamment. On se rappelle tous les Dents de la Mer. Tous. Bon, très bien. Quoi d'autre dans les news cette semaine ? Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Après Pirates des Caraïbes, les studios Disney vont adapter au cinéma une autre de leurs attractions phares, donc une des attractions du parc, c'est le Manoir Hanté. Le Manoir Hanté, ce sera un film avec Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, qui a récemment reçu l'Oscar pour son rôle dans Everything, Everywhere, All at Once, et Rosario Dawson. Alors le film va sortir le jour de mon anniversaire, figurez-vous, le 26 juillet. Je suis plutôt content. Et voici on a noté pour vous quelques images. C'est parti. Et elle va avoir besoin de toute l'aide disponible. Vous voulez être un héros ? Je passe. J'ai $2000. Bon, ce sera le 26 juillet. Le 26 juillet, et on a hâte de voir le résultat de cette adaptation, d'attraction. Du côté des sorties de la semaine, on peut signaler le retour de Shazam. Shazam, c'est ce super-héros pas très mature qui sommeille en Billy. Billy, c'est un adolescent qui a le pouvoir de se transformer en demi-dieu quand il dit Shazam. C'est comme vous, Philippe, quand vous dites Morax, vous vous transformez en star de la radio. Il veut une augmentation, lui. Alors forcément, les dieux. Allez, je note. Léchage de bottes interdit à l'antenne. Forcément, les dieux, les vrais, ne sont pas très contents. Et 3 anciennes déesses ivres de vengeance vont débarquer sur Terre pour régler leur compte avec cet adolescent qui fait n'importe quoi avec ses pouvoirs. Ça sort demain matin sur les écrans. À saluer aussi le retour de l'extraordinaire comédienne Lina Koudry dans Ouria, de Mouria Medour. Alors Ouria, c'est une jeune et talentueuse danseuse qui vit à Alger. Après une agression, ses rêves de carrière de ballerine s'envolent et elle doit accepter son nouveau corps brisé, son nouveau destin, sa carrière brisée aussi. Elle sera entourée d'une communauté de femmes qui va l'aider à retrouver un sens à sa vie. Ça s'appelle Ouria, ça sort aussi demain. Le cinéma suisse n'est pas en reste avec Foudre, le premier long métrage de Carmen Jacquier qui raconte l'émancipation d'une jeune femme au début du XXe siècle dans une vallée du sud de la Suisse. Le film a été entièrement tourné en Valais. Il a décroché le prix Opéra Prima lors des Journées de Soleure 2023 et le prix de la mise en scène au Festival international du film de Marrakech. Très bien, on termine ces news avec 2 autres actus encore.
Oui, alors L'homme le plus heureux du monde de la réalisatrice macédonienne Teona Strugar-Mitevska, qui sort aussi demain sur les écrans. Ce film explore le traumatisme de la guerre en Bosnie à travers une histoire assez originale, une comédie noire autour du speed dating. On suit le parcours d'Asia, qui a 40 ans, qui est célibataire, qui s'est inscrite à une journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. Elle y croise Zoran, un banquier de son âge. Mais Zoran, il cherche pas vraiment l'amour, il cherche plutôt le pardon suite au traumatisme qu'il a vécu durant la guerre. Ça s'appelle L'homme le plus heureux du monde. Ça sort aussi demain. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Les sorties de la semaine à voir dès demain dans les salles obscures, la sélection et les coups de cœur de Thomas Lécuyer. Et on commence avec ce film et le pitch de Lost King. Lost King, le dernier film de Stephen Frears. Stephen Frears, immense réalisateur. Alors forcément, ça ne peut être qu'un coup de cœur. Ça raconte l'histoire vraie et l'incroyable aventure de Philippa Langley, une passionnée d'histoire à la volonté de faire, qui, sur une simple intuition et malgré les réticences de ses proches et du milieu universitaire, va retrouver la dépouille de Richard III. Alors Richard III, c'est l'un des monarques les plus controversés de l'histoire. Elle rétablit son honneur par la même occasion. Voici un extrait. J'ai une idée en tête. J'ai fait tout un tas de recherches. Toutes les informations dont j'ai besoin pour le trouver sont à ma portée. Je suis sûre que je vais le trouver, moi. Trouver qui? Richard. Quel Richard? Richard III. Le roi? Ça a l'air pas mal, hein. Voilà, alors comme souvent chez Stephen comme souvent chez Stephen Frears, mais elle est difficile à dire cette phrase. Stephen Frears, on a un concentré délicieux de tout ce qui fait le charme de la filmographie du cinéaste anglais. Il y a cet amour immodéré pour la petite et la grande histoire anglaise, il y a une tonalité douce amère tout au long du film, il y a un flegme apparent, un humour toujours présent, distillé en filigrane, et puis beaucoup de tendresse pour ces personnages souvent fragiles. Philippa, elle est divorcée, elle est atteinte de fatigue chronique, donc elle est toujours un peu fatiguée. Elle se sent seule, elle souffre d'une certaine solitude, et puis il y a quelque chose qui se réveille dans sa vie avec cette obsession d'aller chercher Richard III. Et on sent la renaissance de cette quinquagénaire qui arrive à un moment crucial dans sa vie, qui d'un coup a envie de vivre une aventure, a envie de s'offrir des palpitations, a envie d'avoir des émotions fortes. Et elle va avoir des émotions fortes grâce à cette quête. Sadie Hawkins, l'actrice, est merveilleuse dans le rôle de cette femme qui cherche à rallumer sa vie. Et puis, il y a plein de personnages très chouettes autour d'elle. Il y a son ex-mari qui est extraordinairement bienveillant, une bande de joaillerie passionnés par le monarque, une sorte de club un peu des amis de Richard III qui vont l'aider à essayer de retrouver la dépouille de ce roi, en fait, qui est un roi maudit et qui a été rejeté pendant longtemps par l'histoire anglaise. C'est très intéressant d'un point de vue historique aussi, c'est aussi le héros d'une pièce de Shakespeare. Bref, c'est adorable, c'est intelligent, et puis c'est mon coup de cœur. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui nous parle de ses coups de cœur et des sorties de cette semaine, et on parle de Bonne Conduite maintenant, un film qui sort aussi demain sur vos écrans. Tout à fait, Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Un pitch prometteur en humour noir et grinçant. Extrait. T'es formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Voilà. Bon, ça a l'air rigolo, hein. Vous aurez reconnu sans doute les voix de Grégoire Ludig et David Marseille, le Palmacho, incroyable duo d'humoristes. Ils sont de retour un an après les vedettes avec cette nouvelle comédie qui lorgne cette fois du côté des films policiers et des séries B bien musclées. C'est Laure Calamy qui se retrouve dans la peau de cette serial killeuse de chauffard. Tchéky Cario est de retour sur grand écran en grand méchant, ça lui va toujours comme un gant. Et l'humour ici est plus absurde que noir, comme souvent avec le Palmacho, qui nous a longtemps régalé évidemment de ses parodies. Dans Bonne Conduite, il est toujours bien présent, l'humour, mais distillé à plus petite dose, parce que le duo d'humoristes et le réalisateur Jonathan Barré
ont voulu faire place aussi à une vraie intrigue policière et à plusieurs scènes d'action très très bien ficelées. C'est-à-dire qu'on a moins de gros éclats de rire, on en a toujours, mais un peu moins, parce que c'est du vrai cinéma, c'est un vrai film de genre. Il y a ce tandem, donc, qu'on a pu voir, qui incarne un duo de flics mal assortis et pas toujours très futés. Les références sont très nombreuses dans le film, de Guy Ritchie à Claude Zidi en passant par Drive, Usual Suspect. Il y a vraiment une scène très très drôle autour de Usual Suspect, il y a un running gag tout au long du film. En y pensant moi-même, je rigole beaucoup. Vous vous souvenez de Kaiser Soze, qui est le nom du tueur mystérieux de Usual Suspect. C'est un gag qui fait tout le film Bonne Conduite, et c'est à mourir de rire. Bref, Bonne Conduite est une vraie réussite. C'est pas seulement un long sketch parodique, c'est même tout sauf ça. C'est un vrai film de cinéma. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et on parle de cette rencontre depuis quelques jours sur M et sur Canal+ ce matin. Rencontre avec Cédric Klapisch, que tu as eu l'occasion d'interviewer, mon cher Thomas. Oui, tout à fait. Cédric Klapisch qui remet le couvert avec Salade grecque, sa nouvelle série qui sort le 14 avril sur Amazon Prime. Alors Salade grecque, c'est la suite de L'Auberge espagnole, des poupées russes et de casse-tête chinois. Je suis allé rencontrer le réalisateur pour discuter de ce nouveau projet, mais aussi de ses films cultes et surtout pour savoir pourquoi il avait choisi de faire une série. Eh bien, Cédric Klapisch, interview, réponse maintenant. En fait, j'avais pas envie de faire un quatrième film après la trilogie. Et quand c'est Amazon Prime Video qui m'ont proposé de faire une adaptation de L'Auberge espagnole en série, et je me suis dit, si je fais une série, au moins ça sera autre chose. Et donc je me suis dit, finalement ça c'est peut-être la bonne façon de procéder. J'avais déjà l'idée que si jamais je faisais une continuité, je parlerais des enfants de Romain Duris, du personnage de Xavier. Et donc là, les héros de cette série, ce sont les deux enfants qui ont 22 et 26 ans. Et donc en fait, pour moi, c'est vraiment la boucle est bouclée. C'est-à-dire que on voit le départ de deux enfants qui sont des jeunes adultes, comme on voyait le départ de Xavier à 25 ans partir à Barcelone. Donc il y a vraiment une espèce de parallèle entre deux générations, et de voir comment la nouvelle génération européenne ne ressemble pas à celle d'il y a 20 ans, quoi. Est-ce que le format série, justement, vous a permis aussi d'essayer une autre forme d'écriture, un autre développement des personnages ? Complètement, oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, c'est que ça m'intéressait de faire une série. J'avais déjà l'expérience de 10%, j'étais directeur artistique de la première saison de 10%. Donc j'avais lancé un peu tout le casting et j'avais réalisé des épisodes dans 10%. Mais j'avais pas l'expérience de l'écriture, et j'avais envie d'avoir cette expérience de showrunner, en fait, d'aller de l'écriture jusqu'à la réalisation sur une série, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire Salade grecque. Donc est-ce que vous avez pris le parti de faire l'abécédaire de la série avec un cliffhanger à la fin de chaque épisode, Oui, parce que c'est obligé, je dirais. C'est-à-dire que, en fait, en faisant une série, on est obligé de jouer le jeu du feuilleton, et que le fameux cliffhanger, enfin, moi je parle de la dictature du cliffhanger, parce que du coup on est obligé de se plier à cette gymnastique-là, mais finalement c'est ça qui fabrique l'identité des séries, c'est que à la fin de l'épisode on a envie de voir l'épisode suivant, et donc faut jouer ce petit suspense qui monte pendant tout l'épisode, et c'est ça qui fait qu'il y a une écriture spéciale dans les séries, ouais. Est-ce que vous pensiez quand vous avez créé ces personnages, qui sont apparus d'abord dans L'Auberge espagnole en 2002, est-ce que vous pensiez que ces personnages ils allaient durer si longtemps ? Non, je pensais pas du tout en faisant L'Auberge espagnole que j'allais faire des suites. Pour moi, c'était un film que je faisais. En plus, je l'ai fait d'une façon très spontanée, sans réfléchir. Et donc, je pensais pas du tout que j'allais continuer cette saga. Je pense que la raison pour laquelle les spectateurs, le public a beaucoup demandé à ce qu'il y ait une suite, parce que les gens, en voyant L'Auberge espagnole, me disaient est-ce que vous allez faire une suite ? Et je leur disais non, pourquoi ? J'avais pas prévu, quoi. Et en fait, la dernière phrase de L'Auberge espagnole, c'est « tout a commencé là ». Et les gens, du coup, étaient dans un suspense de dire c'est quoi la suite, c'est quoi qui commence maintenant. Je pense que c'est lié à ça, et que du coup, il y a eu une volonté de continuer, à la fois de moi, des acteurs, du public, et puis de voir que je continue encore aujourd'hui à raconter cette famille. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup raconté, vous avez beaucoup filmé la jeunesse. D'ailleurs, Le Péril jeune, qui a été un de vos premiers grands succès en 1994, raconte l'histoire d'une jeune génération
qui démarrent dans la vie. Et puis là, on sent qu'il y a aussi un bouclement dans votre approche des choses, avec de nouveau une jeune génération que vous allez mettre en avant dans Salade grecque. Est-ce que la jeunesse, c'est un sujet qui vous intéresse toujours autant ? Alors, j'ai longtemps répondu non à cette question. J'avais pas la sensation d'être attiré par la jeunesse. Puis c'est vrai que malgré moi, je dirais, j'ai fait des films où il y avait beaucoup des jeunes. C'est beaucoup des gens qui ont moins de 30 ans, même si dans mes films récents, il y a aussi des gens qui ont d'autres âges. Mais en fait, je crois que j'aime bien les jeunes acteurs, j'aime bien les acteurs émergents, je dirais. Et en fait, j'ai plus fait des films en me disant, j'ai pas envie de travailler avec des vieux routiers qui sont un peu blasés parce qu'ils ont fait 50 films et tout ça. J'aime bien la fraîcheur du jeune acteur. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait des films qui étaient tournés vers la jeunesse. C'était pas la jeunesse elle-même qui m'intéressait. C'était le fait que j'ai besoin de la spontanéité d'un acteur qui découvre ce métier et de l'énergie, de l'enthousiasme. C'est plus ces choses-là finalement qui m'intéressent. Cédric Klapisch, la suite de l'interview, c'est dans quelques instants. Belle rencontre. Oui, puis incroyable découvreur de talent. Il a révélé un nombre de stars phénoménal. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui a rencontré Cédric Klapisch et qui nous propose la deuxième partie de cette interview, justement. Oui, et puis j'ai voulu m'intéresser justement à son flair. Hein. Comment il fait pour dénicher comme ça de tels talents Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France, Kylie Riley. Il a du flair, il nous en parle. En fait, c'est ce qui se passe au casting, c'est ce qui est mystérieux au casting et que moi j'aime beaucoup, que... quand je cherche des gens, Romain Duris, il n'était pas acteur, Marion Barbeau, là-dedans encore, elle n'était pas actrice. C'est pas forcément des acteurs confirmés, mais c'est des gens qui portent en eux quelque chose qui va être dramaturgique, qui va être charismatique, plaisant pour le public. Et c'est ni une histoire de beauté, ni une histoire c'est très troublant. C'est-à-dire qu'on cherche des personnages, on cherche des gens qui vont développer justement des psychologies ou des thématiques intéressantes. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets, puisque depuis le Péril Jeune, il y a eu l'Auberge espagnole, il y a eu Chacun cherche son chat, il y a eu 10%, qui a créé aussi beaucoup de jeunes acteurs, enfin en tout cas qui les a révélés. Et puis là, dans Ce qui nous lie, le fait de rencontrer François Civil, Anna Girardot, Pio Marmaille. Et c'est vrai que quand on faisait l'Auberge espagnole, on me disait il n'y a pas d'acteurs connus. Puis il se trouve que maintenant, quand on voit le film, les gens disent il n'y a que des acteurs connus. C'était pas connu à l'époque. Audrey Tautou, elle n'était pas connue, et Kelly Riley non plus. Donc c'est drôle de voir à quel point, avec le temps, finalement, cette notion de découvrir des acteurs, ça se transforme quand on fait attention à la qualité des acteurs. Oui, ils deviennent connus, tant mieux pour eux. Ouais. C'est vrai que 10% a été aussi un formidable tremplin pour plein de jeunes talents. Est-ce que finalement on peut parler d'un esprit de troupe ou d'une bande, d'une famille de cinéma autour de Cédric Klapisch ? Moi, j'essaye toujours de fabriquer un esprit de troupe. J'ai toujours aimé, quand j'étais jeune, j'ai découvert le théâtre avec des gens comme Peter Brook ou comme Ariane Nouchkine, et ça me plaisait beaucoup cette notion de troupe théâtrale au sens Molière, au sens ancien. Et du coup, je voyais à quel point il fallait que quand on formait un groupe dans un film, il fallait qu'il y ait vraiment une cohérence entre les gens, pas seulement de personnages. C'est-à-dire que les gens pouvaient se haïr dans la scène, mais il fallait qu'ils s'entendent bien en tant que acteur, actrice. Donc ça, j'ai toujours fait attention. Dans le Péril Jeune, par exemple, j'ai pas choisi chaque acteur, j'ai choisi des gens qui allaient entre eux. Parce qu'il fallait que ce soit une bande de potes, et donc je voulais que ce soit crédible, que leur amitié soit crédible. Et c'est toujours comme ça quand on fait une famille, quand on fait un couple d'amoureux. Faut pas choisir deux bons acteurs, faut choisir des acteurs qui vont ensemble. Donc cette notion-là de fabriquer un groupe, elle est primordiale pour moi. J'imagine aussi que quand on crée comme ça une troupe, on tisse des liens particuliers avec des personnes. Un acteur indissociable de votre filmographie, c'est Romain Duris. Ouais. Vous avez 30 ans de parcours en commun. Ouais. Quels sont les liens que vous avez tissés au fil du temps avec Romain ? En fait, ces expériences de vie, là, en fait, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble avec Romain, là, quand on s'est revus sur Salade grecque. Et je m'étais pas rendu compte que autant de temps était passé depuis le dernier film, depuis Casse-tête chinois.
Mais justement, on en a parlé ensemble, on s'est dit, c'est fou ce qu'on a vécu ensemble, c'est pas tellement les films qu'on a fait, c'est les expériences de vie qu'on a connues, parce que parfois c'est en promo, voilà, on va à Lausanne, ou on va à Tokyo, ou on va aux États-Unis, et on va parler du film, et tout ça fabrique des moments de vie communs, quoi. Et il y a évidemment les tournages ou les préparations de tournage qui sont des moments très forts. Donc c'est juste d'avoir passé beaucoup de temps ensemble, en fait, hein. Mais du coup, ça fabrique une sorte d'amitié, hein. C'est aussi quand vous êtes habitué à partir en vacances avec des amis, ça fabrique ça. C'est qu'il y a des espèces d'aventures que vous vivez ensemble et qui vous rapprochent, quoi. J'ai une dernière question pour vous. Vous avez beaucoup filmé Paris. Ça a été presque votre star, la star de vos films sur plusieurs films qui étaient presque dédiés à la ville de Paris. Puis plus tard dans votre filmographie, vous nous avez emmené un peu ailleurs en province. On est allé à Dunkerque avec Ma part du gâteau. On est allé en Bourgogne avec Ce qui nous lie, en Bretagne avec Encore. Où est-ce que vous avez envie d'aller avec votre caméra maintenant ? Il y a beaucoup de lieux que j'ai envie de filmer. Moi, je suis issu de la photographie, donc forcément les lieux de tournage comptent beaucoup pour moi. Il y a des villes, moi Ce qui nous lie est le seul film que j'ai fait dans la nature, à la campagne, donc j'avais pas remarqué, en fait, quand j'ai fait ce projet, que je me suis retrouvé dans les vignes en Bourgogne. Je me suis dit, c'est fou, j'ai jamais filmé la campagne, quoi. C'était vraiment une révélation en faisant ce film. Mais c'est vrai que je suis un réalisateur urbain. J'ai filmé beaucoup de villes, donc Barcelone, Londres, Saint-Pétersbourg, New York, là maintenant Athènes. Il y a beaucoup de villes que j'aimerais filmer. J'aimerais beaucoup filmer Tokyo, j'aimerais beaucoup filmer Rio, au Brésil. Voilà, il y a des villes, Hong Kong, c'est une ville magnifique. Et après, justement, Hong Kong, ça pose des problèmes politiques, je dirais, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Donc les lieux de tournage portent toujours des histoires en eux, donc c'est ça qu'il faut juger aussi. Cédric Klapisch sur M. Grec, à partir du 14 avril sur Amazon Prime, une série à découvrir, surtout que, et puis avant cela, on a juste le temps de revoir L'Auberge espagnole, Casse-tête chinois et Les poupées russes. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Merci Thomas Lécuyer pour cette rencontre, belle rencontre de Cédric Klapisch, magnifique. Dis donc, tu nous gâtes, hein. Jean Dujardin la semaine dernière, Klapisch cette semaine, la semaine prochaine. François Civil, qui sera à l'affiche des Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui sort mercredi prochain et dont on aura l'occasion de reparler. Du beau monde à l'affiche de Mardi Cinéma toutes les semaines entre 8h et 9h. Merci à Thomas Lécuyer. D'autres, alors on vous rappelle les films qui sont à l'affiche dès demain dans les salles obscures, les sorties des films à ne pas manquer. Et oui, alors les deux coups de cœur de la semaine pour Bonne Conduite, le nouveau film de l'équipe du Palma Show réalisé par Jonathan Barré, et puis le dernier film de Stephen Frears, The Lost King, notamment. Et puis dans les autres sorties de la semaine, on a le retour du super-héros Shazam pour un deuxième volet. Ouais. On a aussi le film Foudre, réalisé par Carmen Jacquet, film suisse. Ouria, réalisé par Mouria Medour avec Lina Koudry. Et le film bosniaque, le film macédonien, L'homme le plus heureux du monde, réalisé par Teona Strugar-Mitevska. C'est à l'affiche la semaine prochaine. C'était juste pour avoir le plaisir de t'entendre dire son nom. Comment t'as dit ? C'est qui ? J'avais pas compris. Vas-y, Teona Strugar-Mitevska. Ah ouais, bien joué. Merci Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Bonne semaine cinéma et merci pour toutes ces news 7e art. On cinémascope comme chaque mardi, ça fait plaisir. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch.